Avec la mondialisation, nous avons des flux de services et de biens qui passent les frontières, des importations, nous exportons des produits dans d'autres pays, ces matières premières, ces flux de biens et de services passent les frontières sans problème. Le problème justement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas les frontières, ça va être les monnaies. Si j'achète un produit américain, lui il est fabriqué en dollars. Mais si je le paye en euros, l'Américain ne va pas être intéressé. Pour quelle raison? Parce que les monnaies n'ont cours légal qu'à l'intérieur de leur pays. Même chose pour les Chinois. Ils fabriquent des choses exprimées en yuan, mais lorsqu'ils les vendent dans la zone euro, c'est en euros précisément. Et ils ne veulent pas de ces euros. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a du commerce international, les importateurs et les exportateurs doivent acheter de la monnaie étrangère. Eh bien précisément, le tuto va porter sur le taux de change, c'est-à-dire le prix des devises, c'est-à-dire le prix de la monnaie étrangère. C'est cela, un taux de change. Et donc ce taux de change, il y a deux façons de l'exprimer. La première façon, c'est ce qu'on appelle la cotation à l'incertain. La cotation à l'incertain, par exemple, on va donner le nombre d'unités monétaires nationales qu'il faut pour avoir une unité de monnaie étrangère. Par exemple, 1 dollar égale 0,8922 €. Il faut donner, à l'heure actuelle, début juin 2020, 0,8922 € pour obtenir 1 dollar. Le taux de change ici est 0,8922. Donc ça, c'est le taux de change en cotation à l'incertain. On remarque que ce taux de change, s'il vient à augmenter, par exemple 1,2, ça signifie qu'il faut que je donne plus d'euros pour avoir la même quantité de dollars américains, dans mon exemple. Ce qui signifie qu'à l'incertain, quand le taux de change augmente, ma monnaie nationale se déprécie. Une autre façon d'exprimer le taux de change, cette fois-ci, c'est de savoir quelle est la quantité de monnaie étrangère que je vais obtenir avec une unité de monnaie nationale. C'est ce qu'on appelle la cotation au certain. Par exemple, à l'heure actuelle, toujours pareil, début juin 2020, avec 1 euro, je peux acheter 1,12 $. Donc là, on comprend bien que le taux de change, c'est 1,12 et que quand ce taux de change augmente, mettons qu'il passe à 1,6, comme ça a été le cas durant l'année 2008 par exemple, avec 1 euro en 2008, on pouvait acheter 1,6 $. On comprend que là, le taux de change, quand il augmente, la monnaie nationale, l'euro dans mon exemple, s'apprécie parce qu'avec la même quantité de monnaie, une unité, je peux acheter une plus grande quantité de monnaie étrangère. Donc cette histoire de cotation au certain ou à l'incertain, elle est importante à comprendre parce qu'elle permet de conditionner l'évolution du taux de change. On a compris que quand le taux de change augmentait à l'incertain, la monnaie nationale se dépréciait. Quand le taux de change augmente au certain, la monnaie nationale s'apprécie. Ça ne change rien aux raisonnements économiques qui vont suivre, mais pour le vocabulaire, c'est quand même intéressant à connaître. Ce qui nous intéresse dans ce tuto, c'est de savoir comment ce taux de change a été déterminé. Eh bien, on va voir qu'il y a 5 façons de déterminer le taux de change. L'humanité a expérimenté tour à tour chacune de ces façons. Elles existent encore, peu ou prou, et ce sont ces façons que nous allons passer en revue. Pas de prérequis particuliers. Il est bon quand même de savoir que la monnaie sert d'unité de compte, d'instrument de transaction et de réserve de valeur. Quand on a ça en tête, le reste, ça devrait être facile. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bien, la première solution parmi les 5, c'est qu'une monnaie métallique sert d'unité de compte et sert de paiement international. On est à l'époque de la monnaie marchandise. On pensait que la monnaie devait être avant tout une matière première, une marchandise. Et parmi toutes les marchandises, le sel, les coquillages, les fèves de cacao, l'or s'est imposé en quelque sorte comme étant la marchandise par excellence, l'argent également, mais en tout cas les métaux.
Donc le but du tuto n'est pas de faire un cours sur cette évolution de la monnaie, mais l'or a servi de monnaie. Donc là, l'idée, c'est très très simple. On va prendre l'exemple en 1816, après la défaite de Waterloo, la défaite de Napoléon. Le cours forcé de la monnaie avait été instauré depuis 1797 et en Angleterre, on a voulu rétablir ce qu'on appelait la libre convertibilité en 1816. Donc, en Angleterre, on décide par fonction régalienne que 1 livre sterling est égale à 7,322 grammes d'or. Alors, fonction régalienne, et je dis, détermine la valeur de sa monnaie, ce qui signifie qu'avec 1 livre sterling, je peux obtenir à l'hôtel des monnaies 7,322 grammes d'or, mais cela veut dire également que si j'ai 7,322 grammes d'or, je peux aller à l'hôtel des monnaies et convertir cette monnaie en billets plus faciles à transporter. Et d'autre part, en France, même chose, 1 franc, c'est le franc de Germinal en l'occurrence, 1 franc est égal à 0,29033 grammes d'or. Ce sont les chiffres de l'époque. Donc chaque pays, ici l'Angleterre et ici la France, détermine le poids de leur monnaie exprimé en or. Et une fois qu'on a ce dénominateur commun, eh bien, il suffit d'appliquer une savante règle de 3. 1 livre sterling va donc être égal à 7,322 grammes d'or divisé par 0,29033 grammes d'or, ce qui va me donner 25 francs 22. Et voici mon taux de change, là, qui apparaît. Mon taux de change apparaît ici. Donc le problème du taux de change, il est résolu de façon à ce que chaque pays ait un dénominateur commun, le même ici l'or, et ça permet d'avoir le taux de change bilatéral. Donc ce principe, après moult discussions, il a été adopté en 1819, le Redemption Act en Angleterre, et c'est le principe de l'étalon or. Différents pays ont progressivement, au cours du 19e siècle, adopté ce principe, le principe dit d'étalon or. À tel point d'ailleurs qu'en 1914, 75% des échanges se réglaient en métal, dont 60% de la monnaie d'or et 15% en argent. Donc, premier principe. La deuxième solution, après l'or, et c'est une transition facilement trouvée, c'est qu'il y a une monnaie nationale qui va servir de monnaie véhiculaire à l'ensemble de la planète. Typiquement, le système de Bretton Woods a fonctionné de cette manière-là. Le dollar était la seule monnaie qui était convertible en or et les autres monnaies devaient passer par le dollar. Et donc le dollar s'est imposé comme étant la monnaie véhiculaire du commerce international. Il y aura un tuto spécifique sur le système de Bretton Woods qui a fonctionné de 1944 à 1971 à peu près. On peut se mettre d'accord sur les dates, mais c'est à peu près la durée pendant laquelle ce système a fonctionné. La troisième possibilité, la troisième solution pour pallier le problème du change, ben là c'est simple, c'est le marché. Le taux de change, vous l'avez compris, c'est un prix. Et bien là, c'est le prix de la confrontation qui résulte de la confrontation entre l'offre de devises et la demande de devises. Offre-demande. Là, typiquement, c'est ce qui se passe sur le marché des changes, sur le marché euro-dollar, par exemple. Quand le dollar est fortement demandé, eh bien, son prix au certain a tendance à s'apprécier, la monnaie va s'apprécier, et inversement pour l'euro. La quatrième façon de régler le problème du change, ça va être la création d'une monnaie panier. C'est un petit peu plus compliqué, la suite en images. Bien, pour illustrer cette quatrième solution pour trouver le taux de change avec une monnaie panier, on va prendre l'European Currency Unit, l'ECU, qui a servi d'unité de compte dans le système monétaire européen de 1979 à 1999. C'est en quelque sorte seulement l'ancêtre de l'euro. Alors qu'est-ce que c'est que cette monnaie panier? Première idée, 4 étapes. Première étape, le marché des changes fournit le prix des devises. Donc là, on laisse l'offre et la demande fonctionner, qui va nous donner le prix de chacune des devises. Par exemple, un franc, c'est égal à 1 franc. À l'époque, il y avait 9 pays qui faisaient partie de la communauté économique européenne lorsque cette monnaie panier a été créée. 1 franc, c'est égal à 1 franc, évidemment. Un Deutschmark est égal à 3,389 francs.
une lire italienne une livre anglaise, 9,963 francs, une lire italienne 0,0045 francs, etc., etc. Donc 9 pays, là je n'en mets que 4, etc. Et donc c'est le marché qui fournit le prix de chacune de ces devises, ce taux de change. Et une fois qu'on a le taux de change, puisqu'on va créer un panier, il va falloir qu'on mette une pondération. Il va falloir mettre un poids au prix de chacune de ces monnaies. Donc ce sont les États qui vont déterminer le poids des monnaies dans le panier. Alors comment est-ce qu'elles vont faire ça? Alors là, c'est un peu une usine à gaz. Là, l'idée, ça a été de prendre le poids en fonction de l'importance économique du pays. On a pris des critères démographiques, on a pris des critères de PIB, donc de produit intérieur brut, de la croissance économique. On a pris des critères de l'importance du commerce extérieur, le solde extérieur en valeur absolue est ramené également au PIB. Bref, là c'est administratif, c'est l'autorité, l'État qui s'occupe de déterminer le poids. Et on a décidé que cette monnaie panier, cette nouvelle monnaie, 1 écu, il y aurait 1,332 francs dedans. Il y aurait 0,6242 Deutschmark, il y aurait 0,0877 livres anglaises, 151,8 lire italiennes, etc. Donc, ce qui apparaît en rouge ici, c'est déterminé administrativement. Le marché donne le prix, les États déterminent les quantités. Alors évidemment, ça posait un problème parce que ces quantités, ce poids économique, il devait être modifié tous les 5 ans. Certains pays peuvent rattraper d'autres. D'autres pays peuvent être déclassés selon les critères qui ont été choisis. Et donc tous les 5 ans, il était prévu que la pondération soit revue. Donc, je résume. Premièrement, le marché fournit le prix. Deuxièmement, les États déterminent le poids des monnaies, donc les quantités. Troisièmement, ce qui va permettre de déterminer un écu en monnaie nationale. Donc un écu en francs, ça voulait dire quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans un écu en francs? Donc dans ce panier. Le franc, le prix et le poids. Le prix du franc, c'était 1. 1 franc est égal à 1 franc, forcément, multiplié par son poids, déterminé administrativement, 1,332 le poids. Plus, comme c'est une monnaie panier, il faut mettre d'autres monnaies. Le Deutschmark. Le Deutschmark, on a compris. Le prix, il est donné ici par le marché d'échange. 3,389 francs multiplié par le poids qui est ici, 62,42. Et on fait ça pour chacune des 9 monnaies qui allaient composer l'écu. Et donc, au total, si vous faites 1 multiplié par 1,332 plus 3,389 multiplié par le poids 0,6242, etc. et qu'on fait ça pour chacune des monnaies, on obtient un chiffre qui va être exprimé en francs. Et là, on a un écu qui vaut 6,856 francs. 856 francs. Alors j'ai arrondi, normalement ça allait à 4 ou 5 décimales après la virgule. Et on fait la même chose, donc là ce qu'on vient de faire pour le franc, on va le faire pour le Deutschmark. Donc on fait la même chose, un écu exprimé en Deutschmark, donc là on imagine que pour le Deutschmark, on va aller avoir le prix, ça sera égal à 1 multiplié par son poids en Deutschmark, 0,6242. Et au total, un écu exprimé en Deutschmark nous donnait 2,0444 Deutschmark. Donc si un écu est égal à 6,856 francs, et si un écu est égal à 2,0444 Deutschmark, eh bien ça signifie que 6,856 francs, c'est égal à 2,0444 Deutschmark. Et à partir de là, ça me permet donc de déterminer le cours pivot, le fameux taux de change que nous cherchons. Ici, il est exprimé à l'incertain. On exprime une unité de monnaie étrangère, un Deutschmark, qui vaut tant de francs. Il fallait donner 3,3532 francs pour avoir un Deutschmark. Voilà comment le taux de change a été déterminé. Bien, et la dernière façon de régler le problème du taux de change, c'est la 5e. Il suffit de supprimer tout simplement ce taux de change. C'est précisément ce que nous avons fait dans la zone euro. Actuellement, 19 pays ont supprimé
le taux de change, tout simplement, parce qu'on a la même monnaie. La monnaie commune, c'est une monnaie commune et c'est une monnaie unique. Alors en 1999, il y avait 12 pays dans l'Union européenne. La Grèce n'a pas pris le premier train de la monnaie unique et donc 11 pays ont supprimé le taux de change. Donc c'est une façon de le faire. Alors à l'heure actuelle, ces 5 façons de déterminer le taux de change, elles n'existent pas toutes. Par exemple, l'or a été démonétisé. Le dollar en 1971 a cessé d'être convertible en or et aux accords de la Jamaïque en 1976, l'or a totalement été supprimé des échanges monétaires. En revanche, le marché, le forex dont j'ai parlé, détermine le prix du dollar par rapport à l'euro et vice-versa. En revanche, le yuan chinois est en partie déterminé par les autorités, ce qui n'empêche pas le marché des changes d'être une force de rappel. Reste à voir maintenant quels sont les déterminants du taux de change et quelles sont les conséquences des variations du taux de change. Ça sera pour un prochain tuto. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.